La prochaine personne qui va présenter est à nouveau à distance. Donc, il s'agit de Zoé Mekonahe, qui nous rejoint donc elle aussi en virtuel. Elle va nous présenter une communication qui est en lien avec les études doctorales qu'elle a terminées au département de philosophie de l'UQAM sous la direction de M. Mathieu Marion et à l'Université de Lille sous la direction de Shahid Rahman. Sa présentation s'intitule « Les problèmes d'interprétation d'une logique ancienne, les scrupules de Kurt Ebbinghaus ». Je ne sais pas si je prononce bien, donc Zoé pourra nous le dire. Zoé, si vous êtes parmi nous, moi, je ne vois pas de votre petite fenêtre, mais je vais vous trouver. Oui, je vous vois. Là. Oui, je suis là. Parfait. Donc, je vous invite à... D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Premièrement, je vous invite à partager votre écran lorsque vous êtes prêt à le faire si vous avez un support visuel. Et de mon côté, je vais fermer mon micro pour vous laisser la parole dès maintenant. Alors, je présenterai aujourd'hui le problème de méthode qui a sous-tendu mon travail de thèse. En effet, ma thèse de doctorat, que j'ai effectuée à l'Université de Lille en France et à l'UQAM, et pour laquelle j'ai bénéficié de soutien financier de l'UQAM et du CIRST, que je remercie à cette occasion. Ma thèse est un travail qui consiste à comprendre la logique d'Aristote, philosophe de la Grèce antique et père de la logique, et à reconstituer cette interprétation de la logique d'Aristote dans une logique formelle qui nous est contemporaine, une logique symbolique, mathématique. Ma thèse est donc constituée d'un travail historique, d'une part, visant à comprendre et à interpréter les textes logiques d'Aristote, et d'un travail logique, d'autre part, visant à reconstituer la logique selon des critères qui nous sont aujourd'hui plus familiers, dans un langage symbolique dont on maîtrise parfaitement le sens. Il s'agit donc de savoir ce qu'Aristote voulait dire et d'être capable de restituer fidèlement sa pensée logique dans un cadre moderne, formel, que nous maîtrisons parfaitement et qui permet de dire les choses de façon précise et sans ambiguïté. Toutefois, et c'est là que se trouve le problème de méthode dont je vais parler, notre choix de logique formelle ou symbolique contemporaine ne risque-t-il pas d'influencer notre lecture des textes anciens? Autrement dit, alors qu'on cherche à comprendre Aristote grâce aux outils logiques contemporains, ne risque-t-on pas, en utilisant ces outils logiques, d'injecter notre propre conception de la logique dans l'interprétation des textes d'Aristote? Alors que les outils logiques contemporains prétendent aider la compréhension d'une logique ancienne comme celle d'Aristote, ne risque-t-il pas, au contraire, de masquer la pensée d'Aristote et ne faire que refléter, au final, nos propres présupposés? Il s'agit là du problème classique de l'interprétation. Ce problème a été mis au jour dans diverses disciplines, comme en anthropologie, en histoire, en sociologie, en philosophie. Par exemple, en anthropologie, l'anthropologue étudiant une autre culture ne risque-t-elle pas d'injecter ses propres préjugés dans la culture étudiée? C'est le même type de problème de notre accès à la pensée d'un autre. Ici, c'est le problème d'accès à nous, aujourd'hui, à la pensée d'Aristote, père fondateur de la logique, disparu il y a 2300 ans. Alors que les diverses disciplines se sont posées ces problèmes de méthode relatifs à la possibilité d'accéder à la pensée d'autres personnes ou d'autres cultures, la logique, elle, a fait peu de progrès dans ses réflexions. Au contraire, la logique semble avoir bénéficié d'un statut à part, comme Ricci l'énonce explicitement dans ce texte de 1946, lorsqu'il sépare le travail du logicien du travail d'interprétation de l'historien de la philosophie. C'est mon texte 1. L'historien de la philosophie devrait s'efforcer de discerner en premier lieu ce que c'est que les philosophes ont voulu faire selon le savoir à leur disposition et les présupposés de leur époque et des circonstances. C'est peut-être un idéal de perfection, et c'est à coup sûr
très difficile à faire pour les philosophes antiques. Pourtant, il est absurde de condamner Platon ou Aristote du fait qu'ils manquaient des informations dont nous disposons à présent. C'est une erreur que d'interpréter leurs mots selon nos présupposés plutôt que les leurs. Il est pour le moins précipité d'assumer que lorsque leurs présupposés diffèrent des nôtres, nous devons avoir raison et eux doivent avoir tort. Et c'est ici que ça m'intéresse. Heureusement, ces difficultés historiques sont à leur minimum lorsque notre attention se porte sur la logique. Zoé, je m'excuse. Oui. Je profite du temps que vous êtes dans une transition de deux choses. Je crois qu'on ne voit pas bien les diapositives changer. On est encore sur la première. Je ne sais pas, avant qu'on soit rendu trop loin, si vous... D'accord, merci de l'avoir... Désolé de l'interruption. Non, pas de problème. Parce que sur mon écran, je le vois bien. Alors... Ici, là on voit que vous changez. Ouais, là, je pense que ça se fonctionner. Alors, je recoupe mon micro. Je m'excuse à nouveau. Pas de problème, merci. J'ai plus... Ah si. Voilà, c'était ce texte. Bon, désolé pour le problème, merci de l'avoir signalé. Alors, selon cette conception assez positiviste de la logique, les problèmes relatifs à l'histoire et à l'interprétation ne touchent pas la logique. Toutefois, cette conception atemporelle de la logique, où la logique est considérée comme relevant de la vérité ou de lois de la rationalité pure, sans prise avec l'histoire ou même avec les différentes cultures, cette conception de la logique, je soutiens, est elle-même l'expression de présupposés concernant ce qu'est la logique. Ainsi, aborder la logique d'Aristote avec une telle conception de la logique dont fait par Ricci introduirait des biais d'interprétation qui masqueraient la pensée d'Aristote. Comment, donc, peut-on avoir accès à la pensée logique d'Aristote? Comment comprendre ce qu'il a voulu dire et faire si les outils à notre disposition risquent de biaiser notre lecture des textes? Sommes-nous réduits à paraphraser le texte grec sans rien changer, comme si on voulait préserver une pièce de musée? Ou bien sommes-nous condamnés à dénaturer la pensée d'Aristote en essayant de le comprendre et de le rendre compréhensible à nos contemporains? Si beaucoup de logiciens contemporains, c'est-à-dire après Boole ou Frege, si beaucoup de logiciens contemporains n'ont pas pris ce problème au sérieux, ce n'est pas le cas de Kurt Ebbinghaus, un logicien allemand, étudiant de Paul Lorenzen. Vous avez vu le changement? Oui, d'accord, merci. Étudiant de Paul Lorenzen, qui avait fondé la logique opérative et qui venait tout juste de fonder la logique des dialogues, que j'ai ensuite utilisée dans ma thèse, quand Ebbinghaus publia en 1964 son ouvrage Ein formales Modell der Syllogistik des Aristoteles, qui retiendra notre attention aujourd'hui. En effet, dans ce fascicule d'une centaine de pages, Ebbinghaus commence par expliciter les principes de la logique opérative de Lorenzen qu'il adopte, puis il utilise cette logique opérative pour reconstruire la logique d'Aristote, et enfin, il compare ses résultats à ceux de ses prédécesseurs, notamment Łukasiewicz, qui était un pionnier dans la reconstruction de la logique d'Aristote, utilisant la logique formelle contemporaine. Ebbinghaus n'utilise pas une logique formelle standard, comme le fait Łukasiewicz, mais il utilise la logique opérative de Lorenzen, une logique alors peu développée et peu connue. Son travail de reconstruction permet ainsi à Ebbinghaus de faire la publicité pour la logique opérative, de développer cette logique plus avant et d'en montrer sa puissance expressive. Sa reconstruction permet aussi de proposer une interprétation alternative de la logique d'Aristote,
différente de celle défendue par ses prédécesseurs. Je suis désolée, ça ne fonctionne pas très bien pour le... Donc, voilà. Ebbinghaus compte ainsi mieux comprendre Aristote. C'est l'interprétation de la logique d'Aristote sur le slide que j'ai devant les yeux. J'espère que vous avez le même. Ebbinghaus compte ainsi mieux comprendre Aristote. Par exemple, alors que Łukasiewicz avait soutenu que le syllogisme était une implication, si A est B, alors C, Ebbinghaus soutient qu'il s'agit de règles de déduction, A et B, donc C. Il récupère ainsi l'interprétation traditionnelle de la logique d'Aristote qui avait lieu avant Łukasiewicz. De plus, Łukasiewicz prenait la syllogistique pour un système axiomatique dans lequel il fallait établir des axiomes et où tous les résultats découlaient de ces axiomes, alors qu'Ebbinghaus, au contraire, soutient, grâce à la logique opérative, que la syllogistique est un travail d'admissibilité, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir si de nouvelles règles changent notre système de déduction actuel, ce qu'on ne souhaite pas, ou si ces nouvelles règles ne font que faciliter notre usage du système, ce qu'on recherche. Il est aussi à noter que dans tout son ouvrage, Ebbinghaus aborde les problèmes d'interprétation qu'on vient de discuter. Et il pointe les limites et les limitations de son propre travail, faisant ainsi preuve d'une grande honnêteté intellectuelle. Ainsi, il insiste à plusieurs reprises que sa reconstruction ne concerne qu'une partie de la logique d'Aristote. Il ne prétend pas tout expliquer et tout reconstruire. Son projet peut être résumé en deux grands enjeux. D'abord, mieux comprendre Aristote avec nos propres outils logiques. Donc, c'est un nouveau slide. Ensuite, montrer que la logique opérative, donc l'ancêtre de la logique des dialogues, est une logique puissante et expressive qui mérite d'être davantage connue et développée aujourd'hui. C'est ce double enjeu, avoué par Ebbinghaus, qui sème le doute dans l'esprit de Jacques Brunswick, un grand spécialiste d'Aristote. C'est ainsi que Brunswick, c'est une nouvelle diapo, fait part de son scepticisme vis-à-vis de l'entreprise de compréhension et de reconstruction de la logique d'Aristote dans son compte-rendu de l'ouvrage d'Ebbinghaus. C'est le texte 2. Comme on voit, Ebbinghaus a voulu faire d'une pierre deux coups, comprendre Aristote et combattre pour Lorenzen. Resterait à savoir si ces deux objectifs sont aussi exactement alignés qu'il semble le penser. On s'inquiète un peu, en effet, en le voyant accepter si facilement que son calcul ne soit que partiellement isomorphe au système aristotélicien. Rien n'y correspond, par exemple, à des notions aussi importantes que celles de moyen terme ou de figures syllogistiques. Lorsqu'il sépare de livrets ontologiques un grain opératif pur mais peu abondant, on se demande si les critères gouvernant ce tri n'ont pas été dictés par les besoins de sa démonstration théorique. S'il n'avait eu d'autre dessein que d'interpréter Aristote, n'aurait-il pas construit un modèle dont l'isomorphie avec le système aristotélicien aurait été moins étroitement limitée? Donc voilà le problème. Si on prétend donner une reconstruction complète de la logique d'Aristote, on risque d'injecter nos présupposés dans la reconstruction et rater ce qu'Aristote a vraiment voulu faire. C'est le cas, par exemple, des reconstructions de Łukasiewicz. Mais si on adopte une posture plus humble, comme celle d'Ebbinghaus, et qu'on ne prétend pas avoir fourni une reconstruction complète d'Aristote, mais juste la reconstruction d'une partie, on risque de faire face à des sceptiques comme Jacques Brunswick, qui se demanderont pourquoi on n'a pas de reconstruction complète, et si cette limitation n'est pas le signe que la reconstruction est forcée sur Aristote et dénature sa logique. À mon sens, c'est un nouveau slide. Voilà, le nouveau slide. Ce dilemme survient de deux choses. D'abord, de l'honnêteté intellectuelle dont Kurt Ebbinghaus a fait preuve dans son fascicule, et ensuite de la mécompréhension du mieux
dans mieux comprendre Aristote. Je vais m'attarder sur ces 2 points dans le temps qu'il me reste, car ce sont eux qui donnent une clé pour à la fois comprendre Aristote avec le moins de présupposés à nous et utiliser les outils de la logique formelle pour rendre la logique d'Aristote accessible aujourd'hui. D'abord, concernant l'honnêteté intellectuelle dont Ebbinghaus fait preuve, pourquoi est-ce une source de problème? Tout simplement du fait qu'en pointant explicitement les limites et les limitations de son travail, Ebbinghaus a rendu la critique facile. Par exemple, il insiste à plusieurs reprises qu'il ne reconstruit pas toute la logique d'Aristote, mais seulement une petite partie, avec l'idée que dans des travaux futurs, on pourra poursuivre ce travail et étendre la reconstruction. Mais Jacques Brunswick voit cette limitation comme un signe de faiblesse, voire comme une tromperie. Ebbinghaus, d'après ce qu'on peut comprendre de ce que dit Brunswick, Ebbinghaus ne chercherait pas à comprendre Aristote, mais à appliquer de force la logique opérative sur Aristote. Le fait que Ebbinghaus ne fasse pas une reconstruction complète de la logique d'Aristote montre que cette logique d'Aristote est rétive à la logique opérative, du moins d'après Brunswick. De plus, Ebbinghaus explicite les principes sous-jacents de la logique opérative, montrant que ces principes correspondent mieux à la logique d'Aristote que ceux de la logique axiomatique de Łukasiewicz, par exemple, mais il signale aussi certains aspects que cette logique, la sienne, ne peut appréhender, du moins pas pour le moment. Par exemple, l'ecthèse ou la place du moyen terme. Les critiques de Brunswick étaient ainsi faciles, puisque Ebbinghaus lui-même indiquait les limites de son travail. Comment cette honnêteté intellectuelle peut-elle donc être la clé pour sortir du dilemme de l'interprétation? Expliciter les présupposés que l'on partage, du fait de notre choix d'une logique formelle contemporaine, est une étape essentielle pour ne pas injecter de façon inconsciente nos présupposés dans les textes. Comme le dit Jeffrey Lloyd, que je vais paraphraser ici, et qui était un spécialiste de la philosophie ancienne, on ne peut pas se débarrasser de tous ces présupposés, ce n'est pas possible, donc on a intérêt à les rendre les plus explicites possibles. Ce principe méthodologique fondamental est à l'œuvre dans le travail d'Ebbinghaus. C'est ce qui se traduit par son honnêteté intellectuelle. Au lieu de profiter de cette explicitation des présupposés et des limites de la reconstruction formelle de la logique d'Aristote pour critiquer le travail d'Ebbinghaus, Jacques Brunswick aurait plutôt dû louer cette attitude qui atténue le dilemme de l'interprétation, puisqu'au moins les présupposés injectés dans le texte d'Aristote sont conscients et explicites. Ensuite, pourquoi est-ce si important d'insister sur le mieux quand Ebbinghaus dit vouloir mieux comprendre Aristote? La source d'erreur, quand on prétend simplement comprendre Aristote, c'est de croire que le travail d'interprétation est statique, qu'avant nous, personne ne comprenait vraiment Aristote, et qu'après nous, on aura enfin accès à ce qu'Aristote voulait vraiment dire. C'est ce qui est derrière la critique de Brunswick. Pourquoi Ebbinghaus s'est-il contenté d'un petit morceau de la logique d'Aristote? C'est comme si Brunswick faisait, comme si Ebbinghaus pensait que le travail d'interprétation et de compréhension d'Aristote était achevé avec son travail. Insister sur le mieux place au contraire le travail d'interprétation et de compréhension dans un continuum dynamique. Avant nous, il y a des choses comprises, d'autres obscures, d'autres qui font l'objet de débats. Après nous, il y a un petit bout de la pensée d'Aristote qui est plus clair, où les enjeux, au moins, sont mieux visibles. Le travail d'Ebbinghaus est ainsi à voir comme une contribution au travail continu visant à comprendre et expliquer Aristote. Insister
sur le mieux comprendre Aristote est une clé pour sortir du dilemme de l'interprétation. En effet, comme l'a soutenu Mathieu Marion dans des articles sur l'histoire de la logique, les reconstructions de la logique d'Aristote peuvent être évaluées par rapport aux précédentes reconstructions. Et il est possible de dire que sur tel et tel point, la reconstruction d'Ebbinghaus est plus proche du texte d'Aristote que celle de Łukasiewicz, par exemple, ou correspond à une plus grande partie des textes d'Aristote, permet d'expliquer plus de textes et est ainsi préférable, mais que sur tel et tel autre point, il y a encore du travail à faire. Donc j'en arrive à ma conclusion. Le grand problème lié à l'interprétation d'une logique ancienne comme celle d'Aristote, qui est aussi le problème d'interprétation de la logique d'une autre culture ou d'un autre groupe social, ce grand problème d'interprétation, comme je l'ai dit, peut se formuler ainsi. Comment avoir accès à la pensée logique d'un autre, c'est-à-dire comment comprendre et expliquer cette autre logique si les outils à notre disposition risquent de masquer ou de biaiser cette autre logique. En prenant le cas du travail de Kurt Ebbinghaus et de la critique que Jacques Brunswick a faite, j'ai voulu insister sur les deux facteurs essentiels pour ne pas s'enfermer dans ce dilemme. Expliciter nos présupposés. On ne peut pas s'en débarrasser, mais on peut en avoir conscience et en informer les autres. Et envisager notre travail d'interprétation et de reconstruction comme un processus collectif qui se fait dans la durée. Pour Aristote, on est les dépositaires de 2000 ans de travail sur les textes d'Aristote. En poursuivant ces recherches, on fait vivre la pensée d'Aristote, ce qui évite de le transformer en pièce de musée. Mais aussi, on se nourrit de cette pensée pour continuer à développer nos outils d'aujourd'hui. C'est ainsi, par exemple, qu'Ebbinghaus a introduit le concept d'admissibilité en logique, concept qui a été repris et est devenu très important, ou que j'ai entrepris dans ma thèse de développer la logique des dialogues, l'héritière de la logique opérative, et de proposer une autre reconstruction formelle de la logique d'Aristote, insistant sur l'aspect dialogique et dialectique. Ainsi, expliciter au maximum son travail et envisager la recherche selon un processus collectif sont les antidotes aux dilemmes liés à l'accès à la pensée d'autrui. Je vous remercie. Je suis désolée pour les problèmes techniques qu'il y a eu. Non, il n'y a pas de problème, Zoé. Merci beaucoup pour cette communication et merci là, de ta collaboration pour le petit PowerPoint. Je suis encore une fois désolé d'avoir tout interrompu, mais tout ça, c'est réglé en cours de route, donc tout va bien. Alors, je vais juste réafficher la discussion. Donc, j'invite toute personne qui veut poser une question à le faire, soit via en ligne ou à distance. Je réaffiche ici pour qu'on puisse bien voir. Alors, on a 5 minutes de questions, s'il y en a. Oui, j'en ai 2 ici en salle. Vincent. Moi, je me demandais, vous dites bien dès l'introduction que c'est un problème qui est aussi posé par d'autres disciplines, mais peut-être un peu moins présent dans la logique. Donc, je suis curieux de savoir comment votre conclusion, la manière dont vous abordez ces possibles pistes de solutions-là diffèrent de ce qui a été développé ailleurs, par exemple en ethnographie, vous l'avez mentionné, en anthropologie, ou dans d'autres. Donc, dans le fond, à quel point est-ce que ça importe ou des solutions intègres, des solutions qui ont été déjà développées ailleurs, ou est-ce que c'est assez unique à votre discipline? Alors, merci pour cette question. Il y a
enfin, en gros, ce problème de l'interprétation n'est pas résolu et ne peut pas vraiment être résolu. Il y a tout un ensemble de travaux, notamment en herméneutique, en philosophie, qui essaie de théoriser cet accès à l'autre, où il peut y avoir des couches de distance entre soi et n'importe quel texte où chaque lecteur d'un texte va ajouter une couche d'interprétation qui fait qu'on ne peut pas forcément avoir accès à l'intention véritable de l'auteur. D'autres personnes considèrent qu'au contraire, la communication est forcément quelque chose de public, et donc dès lors que quelque chose est dit, ça peut être partagé, et on peut avoir accès à... qu'il n'y a pas vraiment d'intention subjective privée si elles ne peuvent pas être communiquées. Donc il y a une forme de communicabilité première. Personnellement, j'ai pris le parti que la communication était partageable, parce qu'il y a des textes en logique sur ce problème d'interprétation qui disent que nous ne pouvons pas avoir accès à la pensée logique d'Aristote, par exemple. Ce genre d'approche, je ne la partage pas, et mon travail de logicienne tend à aller dans le sens que c'est possible de comprendre la logique d'Aristote. Donc, comme c'est un problème qui est quand même ouvert, qui est en lien avec la pratique de chaque interprète, que ce soit en philosophie ou en histoire, il y a un parti pris personnel. Donc, en ce sens, je ne reprends pas les travaux des personnes qui considèrent qu'il n'y a pas de communication possible ou qu'il n'y a pas de compréhension possible. Et en ce qui concerne les personnes qui pensent qu'il y a un partage possible, les principes théoriques communs sont peut-être les principes du pragmatisme que j'adopte, et en ce sens, je suis leur courant. Mais là où je prends du temps pour vous répondre, c'est que pour une large part, c'est un présupposé fondamental sur ce que c'est que communiquer et que penser. Et donc, j'adopte cette idée que la pensée est partageable et au travers de la communication. Ces travaux donc, en logique ne sont pas les mêmes qu'en anthropologie, où la situation est différente. Là, pour étudier les textes d'Aristote, le rapport à l'autre n'est pas le même que le rapport d'un anthropologue qui irait parmi une communauté et qui chercherait par le dialogue, en observant, à comprendre quelle est cette autre culture. Qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce qui est différent. Avec Aristote, on ne peut pas avoir ce rapport directement avec Aristote. Tout ce qu'on peut faire, c'est interpréter les textes et essayer que notre interprétation colle à un maximum de choses dans les textes eux-mêmes. Si on a une bonne adéquation au texte, à ce moment-là, on va considérer que l'interprétation est bonne. Avec la logique formelle, avec une forme de formalisme, un symbolisme, on a un niveau de langage supplémentaire. Et donc la question, ça va être comment est-ce qu'on peut améliorer l'outil logique qu'on a aujourd'hui pour pouvoir exprimer le plus finement possible les textes d'Aristote. Et si on arrive à avoir quelque chose qui est le plus conforme possible et qui explique le plus de choses possibles, à ce moment-là, on va considérer que cette interprétation en logique moderne formelle sera préférable, ou du moins à d'autres interprétations, et permettra de comprendre ce qu'Aristote voulait dire. C'est du moins le pari, le pari que je prends. Merci.
Merci pour cette réponse. Je crois qu'on avait une autre question tout à l'heure en salle. On a peut-être le temps de la prendre. Est-ce qu'elle est toujours valide? Oui, François. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Je sais bien que vous avez fait cette intervention-là avant parce que ça clarifie les choses. Donc, ce que moi je comprenais de votre présentation sur Ebbinghaus, c'est donc que cet auteur disait quelque chose qui était relativement de systématiser une partie d'Aristote, de la logique d'Aristote, et de laisser d'autres de côté. Donc là, ma question initiale était est-ce que dans la communauté d'interprétation contemporaine, il y a un enjeu de mise en cohérence des diverses interprétations, parce qu'on peut bien sûr, si on a un goût de la logique d'Aristote, faire une reconstruction aussi, si on a un goût faire une autre reconstruction, là, il pourrait y avoir des enjeux de mise en cohérence. Mais là, quand je vous entendais répondre à mon collègue, vous alliez mettre l'accent sur le fait que la meilleure reconstruction sera celle qui est le plus totalisante ou le plus Aristote. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus sur la question de est-ce qu'on peut faire des interprétations fragmentaires qui pourraient être incohérentes l'une avec l'autre, comme je ne sais pas, les principes de mise en cohérence au niveau de la communauté. C'est une bonne question. Ça revient à pointer, c'est mon problème fondamental. Est-ce qu'on peut juste raccommoder les différentes logiques, les différentes reconstructions de la logique dans une logique plus englobante et donc qui serait plus totalisante? L'idée, enfin, ce que je soutiens, c'est que justement, non, on ne peut pas, parce que les différentes reconstructions formelles qui ont été proposées ont des principes logiques différents. Et mon travail, en tout cas une partie de mon travail, consiste à pointer les différentes conceptions de ce qu'est la logique qui sont dessous les reconstructions formelles. Et par exemple, juste pour comparer la logique d'Ebbinghaus et la logique de Łukasiewicz, par exemple, on voit que dans la reconstruction d'Ebbinghaus, le syllogisme va être une inférence, donc un acte. On passe des prémices à la conclusion. Alors que pour Łukasiewicz, le syllogisme va être une implication. Donc, si A et B, alors C. Donc là, on voit que les différentes conceptions de la logique surgissent au niveau de différentes interprétations de ce qu'est un syllogisme. Mais si on veut aller de manière encore plus fondamentale, la logique opérative porte sur des actes. Donc, toute l'idée de la logique opérative, c'est qu'on construit la logique à partir des actes. Par exemple, quand on fait de la maçonnerie, on met une couche de briques, une couche de ciment, une couche de briques, etc. On est en train de faire un processus logique. On peut remplacer ça par plus pour une couche de briques, O pour une couche de ciment, plus O, et on peut faire des chaînes. Donc, leur idée, c'était de faire reposer la logique sur quelque chose qui est une proto-logique, une logique qu'on utilise tous les jours, mais qui n'est pas formalisée. La logique de Łukasiewicz est une logique des règles de la rationalité, de la pensée pure. Ça n'a absolument rien à voir avec le contenu. Le formalisme pour Łukasiewicz, donc l'utilisation de lettres ou de symboles, reflète le fait que c'est une pensée pure, déconnectée du contenu. Donc les conceptions même de ce qu'est la logique sont différentes. Si on prend la logique des dialogues que j'utilise, on a de nouveau une conception différente de la logique, qui est une conception pragmatiste, basée sur l'échange et l'interaction, où le contenu de la pensée et l'utilisation de ce contenu ne peut pas être dissocié. On ne peut même plus avoir de sémantique et de syntaxe différentes. Alors que pour Łukasiewicz, c'est surtout de la syntaxe qui est important. Donc les principes fondamentaux de la logique sont différents. Et mon travail, une partie du moins, consiste à montrer que quand on adopte un cadre logique, par exemple, si on
on grandit ou si on a été éduqué avec la logique standard classique, avec les tables de vérité, ce genre de choses, on va être formé d'une certaine manière à concevoir la logique de cette manière, avec les présupposés et cette conception de la logique qui fait partie de cette logique. Et cela nous fera comprendre la logique d'Aristote d'une certaine manière. Si on est éduqué avec la logique des dialogues, qui a un fondement plus pragmatiste, on va avoir tendance à lire la logique d'Aristote d'une autre manière. Donc, la partie du travail que je viens de présenter consiste à pointer ce problème, qu'il existe et qu'il est vrai et que les logiciens ont des présupposés concernant la logique et que cela a une influence sur l'interprétation de la logique d'Aristote, par exemple. Pour pallier à ce problème, donc comment on fait à partir de là, à partir du moment où on a différents présupposés, ce que je propose, du moins dans ma thèse, c'était de dissocier un travail historique qui consiste à aborder les textes d'Aristote uniquement à partir des textes d'Aristote sans utiliser de concepts modernes, et ensuite à essayer de formaliser cette interprétation dans une logique moderne, pour essayer de dissocier au maximum ces deux étapes, l'interprétation d'Aristote et la formalisation avec des outils modernes, pour qu'au moins, au niveau de la lecture, donc de la réception par d'autres personnes, quand ils liront le travail, ils pourront plus facilement repérer éventuellement les endroits où j'ai surinterprété à partir de mes présupposés en logique moderne, que j'ai de nouveau essayé de rendre le plus explicite possible selon les principes méthodologiques que je viens de présenter. Merci Zoé pour cette réponse. Merci pour les personnes qui ont posé des questions ici en salle.